Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a tranché. Elle a rejeté la demande de destitution du président Erazoa Rimampianine. Ce dernier conserve donc ses fonctions de chef de l'État. Le président soudanais Omar El-Béchir défie la CPI. Présent au 25e sommet de l'Union africaine, il a quitté librement l'Afrique du Sud, pourtant tenu de l'extrader par la Cour pénale internationale. Et puis, les pharmaciens guinéens en ordre de bataille pour éradiquer le phénomène de vente illicite de médicaments. Il faut dire que près de 100 000 décès par an sont liés à ce fléau social sur le continent. Fin du suspense à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle a rejeté le 13 juin la demande de destitution du président Erazoa Rimampianine formulée par des députés frondeurs. Le chef de l'État malgache appelle désormais au calme et à l'unité nationale. Lise Elsie à Kizimana. La Haute Cour constitutionnelle malgache s'est prononcée samedi matin, 13 juin. La requête de destitution de l'actuel président Henri Razaona Rimampianine a donc été rejetée et ce dernier a été confirmé dans sa fonction. Sur la procédure elle-même, la demande des requérants a été déclarée recevable, mais la requête rejetée comme non fondée, donc ce qui confirme le président dans ses fonctions. Politiquement, cette crise institutionnelle a reflété le talon d'Achille de la présidence, Razaona Rimampianine, à savoir l'absence initiale des membres du parti qui l'a emmené au pouvoir au sein de l'Assemblée nationale et la fragilité des alliances au sein de l'hémicycle. Une Assemblée nationale où règne un climat délétère entre corruption et manipulation politique, une situation qui n'est pas prête de changer à la suite de cette décision si les députés maintiennent leur projet de motion de censure contre le gouvernement. La Haute Cour constitutionnelle se prononce après un vote de défiance de 121 députés, une requête de déchéance qui a eu lieu le 26 mai dernier. Il reproche entre autres au président de ne pas respecter la laïcité. Le président malgache avait en effet confié à une institution religieuse le rôle de mener le processus de réconciliation nationale. Après ce rejet de la Haute Cour constitutionnelle, Henri Razaona Rimampianine a appelé le peuple malgache à respecter l'état de droit et préserver l'unité nationale. La priorité aujourd'hui est de pouvoir maintenir les dates des prochaines élections communales prévues pour le 31 juillet. Après ça, peut-être d'autres décisions politiques seront prises, mais avant ça, le but c'est d'affronter ces élections en toute quiétude et de passer tranquillement les fêtes de l'indépendance, donc pour les 55 ans de l'indépendance. La Grande Île célèbre l'anniversaire de son indépendance le 26 juin. En attendant, les députés meneurs de la Fronde continuent les consultations pour faire suite au rejet de la Haute Cour constitutionnelle. La piste de nouveau dialogue avec le gouvernement est privilégiée. N'Djamena, la capitale tchadienne, a été la cible ce lundi d'un double attentat suicide ayant fait plus de 20 victimes. Les explosions ont eu lieu dans le secteur de la direction de la sécurité publique et du commissariat central ainsi que près de l'école de police. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Le 25e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est clôturé ce lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud. En attendant que le voile soit levé sur les résolutions finales, un retour sur l'un des faits marquants de ce rendez-vous, le sort judiciaire du président soudanais Omar El-Béchir. Lise Elsie à Kizimana. Le président soudanais Omar El-Béchir a quitté l'Afrique du Sud. Il a pris son vol à la mi-journée ce lundi à l'aéroport militaire de Johannesburg. La Cour pénale internationale avait appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président du Soudan qui était sur son territoire pour assister au 25e sommet de l'Union africaine. Il est recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Le conflit aurait fait plus de 300 000 morts selon les Nations Unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées, comme celle de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas, pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar El-Béchir à la Cour. Sans procéder directement à l'arrestation, un tribunal sud-africain saisi par une organisation non gouvernementale avait interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipulant que les autorités sud-africaines devraient empêcher le président Omar El-Béchir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue
rendu par cette Cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, était en principe obligée de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Que juristes, avocats et donc admis auprès de cette Cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette Cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si, aujourd'hui, les victimes voient M. Thomas El-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas à la demande de la Cour de le livrer. C'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes. Cette situation reste délicate au sein de l'Union africaine en matière de justice internationale. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle ne cible que les États africains. Rappelons que ce 25e sommet de l'Union africaine était placé sous le signe de l'autonomisation des femmes. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'une cérémonie de remise de prix aux femmes africaines d'excellence a eu lieu le 12 juin dans la capitale économique sud-africaine. Le point dans ce sujet de la rédaction. L'Union africaine honore ses femmes d'influence. C'était ce vendredi à Johannesburg lors d'une cérémonie organisée en marge du 25e sommet des chefs d'État en Afrique du Sud. Parmi les lauréats, Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria et première femme chef d'État sur le continent. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Winnie Mandela, héroïne de la lutte anti-apartheid, et Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, des Living Legends, récompensée pour avoir inspiré d'autres générations. Beaucoup n'ont pas les moyens financiers d'aller à l'école et si nos filles ne vont pas à l'école, alors elles se marieront très vite et deviendront aussitôt des mamans. Il est donc important pour nous de soutenir et de promouvoir le leadership féminin parce que des femmes leaders sont les plus à même de se focaliser sur les problèmes de femmes. Autre catégorie, celle des femmes d'excellence, la Tunisienne Saïda Agrebi, l'Éthiopienne Nardos Bekele Thomas et Rassa Machel ont été distinguées pour leurs actions en faveur des droits des femmes et des enfants notamment. De manière collective, nous devons faire beaucoup mieux pour mettre fin aux violations en tout genre. J'exhorte les personnes ici présentes à penser au sort des femmes victimes de violences et qui n'ont pas accès à l'éducation. Nous sommes des privilégiés et avec ce privilège vient la responsabilité. J'accepte donc ce prix au nom de toutes les femmes qui aspirent à une vie meilleure. Rappelons que le prix Femmes d'Excellence a été conçu pour mettre en lumière les femmes d'Afrique et d'origine africaine qui ont contribué à la lutte pour l'indépendance économique, sociale et politique. Une initiative qui a une résonance particulière en cette année 2015 déclarée année de l'autonomisation des femmes par l'Union africaine. Partout, dans les boutiques, sur les étals et dans les rues. En dépit des campagnes de sensibilisation, la vente illicite des produits pharmaceutiques gagne du terrain en Guinée. La mise en place de nouvelles stratégies de lutte contre ce fléau s'impose désormais, ce à quoi œuvre le syndicat des pharmaciens. Voyez ce reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Mobilisation des pharmaciens contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Pendant ce temps, les pharmacies parterres, comme on les appelle ici, prolifèrent sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, par exemple, à défaut de chiffres officiels, on estime à plusieurs centaines le nombre de boutiques de médicaments tenues par des tierces personnes. Le phénomène en progression dans le pays inquiète les spécialistes du médicament. Le médicament, il n'est appelé médicament que quand il est dans les mains d'un professionnel, c'est-à-dire d'un pharmacien. En dehors de ça, il devient un poison. À la base, c'est une drogue. Alors quand elle est bien gérée, elle devient un médicament. Quand elle quitte, quand elle n'est pas dans des mains expertes, cette drogue devient tout de suite un poison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 100 000 décès par an sont liés au commerce de médicaments de la rue en Afrique. Cette rencontre des pharmaciens privés de Guinée traduit leurs préoccupations grandissantes devant le développement des marchés parallèles. Ils occupent une proportion importante du marché pharmaceutique de l'ordre de 10 à 20%. Le phénomène a pris une ampleur telle que les pharmaciens ont décidé de créer un syndicat national. Celui-ci va associer les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue dans sa guerre contre la vente illicite des médicaments. Tous les marchés sont pharmacies. Toutes les boutiques sont pharmacies. Ce qui est vraiment difficile à concevoir.
et qu'il faut vraiment lutter. On a pris un engagement avec ces pharmaciens pour leur dire que désormais, au nom du président de la République, au nom des citoyens guinéens consommateurs, qu'on va se battre contre vents et marées pour enfin mettre fin à ces ventes illicites de médicaments sur nos marchés. En Guinée, la contrefaçon et le commerce illicite de produits pharmaceutiques concurrencent aujourd'hui de façon déloyale les circuits légaux et compromettent les activités des fabricants et des pharmaciens, alors que les médicaments de la rue représentent 60% des ventes dans le pays. Pour les pharmaciens professionnels, ce phénomène constitue un fléau et une menace importante à la santé publique et à l'économie. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.